Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je reçois avec moi Lily. Bonjour Lily. Salut. Elle va nous parler de son expérience en Thaïlande d'expatriée depuis maintenant de nombreuses années. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Lily, comment vas-tu? Mais je vais très bien, merci de m'inviter. Je te suis attentivement depuis tes débuts et je trouve que tes vidéos sont très chouettes. C'est gentil. Alors quel âge as-tu déjà? On va commencer par ça. Oh, bah tu commences par la question fatale, j'allais dire 25 forever, mais non, je vais avoir 45. 45 ans, ok. Et quand est-ce que tu es arrivée en Thaïlande pour la première fois? Je suis venue en Thaïlande il y a 15 ans pour la première fois. Et je suis expat thaïlandaise depuis 14 ans. 14 ans, d'accord. Est-ce que tu es venue en famille? Est-ce que tu es venue seule? Est-ce que tu es venue avec des enfants? Comment ça s'est passé? Alors, je suis venue en famille, lambda, un mari et un bébé sous le bras. C'était un projet que tu avais depuis longtemps, de venir vivre en Thaïlande? Alors, pas du tout. Moi, j'ai toujours rêvé de habiter ailleurs qu'en Europe. Ouais. Et j'étais plus orientée vers l'Amérique latine, puisque j'avais déjà eu beaucoup d'expérience, et notamment à Cuba. Mais mon ex-mari, son rêve, c'était la Thaïlande. D'accord. Donc on est venu ici pour son anniversaire. Et le paysage, la douceur apparente m'a plu. Je me suis dit, bon, allez, on se lance. De toute façon, on voulait sauter le pas, on ne savait pas où. Voilà. Ouais. Et c'est du provisoire qui dure. Mais oui, en effet. Et donc tu es arrivée avec un enfant en bas âge. Oui. C'était quoi le projet? Est-ce que c'était de se dire, est-ce qu'on va tenter l'aventure d'une vie de famille, trouver du travail? Ou est-ce que vous aviez déjà prévu quelque chose comme ça pour faire en arrivant? Ouais, alors moi j'étais déjà entrepreneur. Donc mon ex-mari était salarié en France et moi j'avais un business à moi. Donc il était dans ma tête, l'entrepreneuriat ne pouvait que continuer en Thaïlande. Donc on a acheté un restaurant qui était sur la montée du Big Buddha. D'accord, donc à Chalong, ouais. À Chalong, à un couple franco-thaï. Et je fais partie de ce pourcentage très élevé de pigeons. Tu t'es fait pigeonner. Je me suis fait pigeonner, mais alors... bien. Comme il faut, c'est-à-dire que j'ai acheté des vrais faux papiers. Ah ouais? Mais à un Français, donc, alors encore une fois, c'est ce que je dis toujours aux gens, de se méfier des gens qui parlent français lorsqu'ils arrivent ici, parce que j'imagine que le fait que c'était un monsieur français avec sa femme thaï, que le fait qu'il soit français, peut-être t'a donné confiance. Bien sûr, c'est ce qu'on ressent tous, je pense, quand ta langue principale, en arrivant dans un pays d'expatriation, de base, tu te raccroches à ce qui est le plus proche, et aussi dans la communication, quelqu'un qui parle ta langue première, c'est celui qui va te donner plein de détails, sur quoi toi tu vas pouvoir comprendre toutes les nuances quand il y a une explication. Puis ils étaient jeunes, ils avaient aussi un bébé en bas âge. Ouais, donc tu t'es il y avait vraiment, une confiance. Puis quand on est en fait honnête et bienveillant, on a du mal à voir le mal chez les autres. Ouais. On s'imagine que les gens qu'on rencontre et qu'on aime bien au premier abord, ils sont comme nous. Donc en fait, pour récapituler, tu avais acheté un commerce, donc qui était déjà un restaurant. Oui. C'était déjà un restaurant, mais c'était par exemple, on va vendre, reprenez notre affaire, nous on vous vend notre affaire. C'est ça, donc en fait on louait à long terme le terrain, comme ici on fait en Thaïlande, et on avait acheté les murs. D'accord. Donc c'était un petit restaurant en bambou avec une vue incroyable sur la baie de Chalong, qui est un des viewpoints les plus beaux. Ouais. Je vous le recommande. Et donc, en fait... Quand vous êtes arrivé pour reprendre le... on est arrivé, donc on avait le truc classique, on a fait un deposit, on est venu ici, ensuite on nous a expliqué que c'était compliqué, on pensait bien sûr comme tout bon entrepreneur venant de l'étranger que le business allait être 100% à nous. Et là vient l'histoire des parts thaïlandaises, donc... et là en fait on déchante un petit peu, donc mon conseil premier c'est de jamais se lancer sur un coup de tête, sur la première idée, bien que vous avez peut-être eu des business, que tout s'est bien passé. La Thaïlande c'est quand même très particulier, il n'y a pas que la Thaïlande, mais ici c'est quand même très particulier parce que les lois
ne ressemble à rien d'autre. Non, c'est très spécial. C'est très spécial et que l'expatriation n'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on a envie de s'expatrier, c'est pas parce qu'on a de l'argent pour acheter un business et qu'on est dans le business que tout va rouler comme on l'avait imaginé. Comme on l'avait imaginé. Donc, moi, alors il y a eu tous ces petits cracks, mais bon, on est tellement motivés. Ça t'a pas dégoûté, en tout cas, une fois que tu as eu cette expérience où ensuite, au fait, les gens, tu avais acheté les papiers, au fait, c'était des faux papiers, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'expatrié, sur cette partie-là de l'île, qui est la montée du Big Buddha, qui appartient en fait à National Park, les pharaons, comme on nous appelle, les étrangers, n'ont pas le droit d'être propriétaires. D'accord. Donc, je suis arrivée un jour dans mon restaurant et on fermait avec des cadenas et puis tout ça était ouvert et il y avait des Thaïlandais qui m'ont demandé ce que je voulais manger et boire. Ah, d'accord. Donc, je leur ai demandé qui ils étaient. Et là, il y avait 3 personnes. Et puis, d'un seul coup, quand j'ai commencé à demander qui ils étaient, je me suis retrouvée entourée de 25 Thaïlandais. J'étais seule. T'as compris ce qui se passait? Ça faisait 7 mois que j'étais là. Non, en fait, c'est tellement gros, on comprend pas. Puis tout ça, c'était en thaïlandais. À l'époque, je baragouinais pas du tout le thaï. Mon anglais était bon, mais pas non plus exceptionnel. Donc, j'ai repris ma petite motobike. Je suis redescendue, un peu fébrile. J'ai appelé l'avocat, parce que bien sûr, j'ai pas fait ça. Quand même, j'avais des petites bases de se dire j'ai appelé l'avocat qui lui avait pris ses filles, ses honoraires pour pouvoir signer tout ça et nous expliquer que tout était légal. Est-ce qu'il faisait partie de l'arnaque lui aussi? Avec du recul, je ne crois pas. Parce que justement, je n'avais pas voulu prendre leur avocat, j'en avais trouvé un moi, mais il fait partie de ces gens-là qui sont nonchalants. Et il y a beaucoup de Thaïlandais, même professionnels, qui ont cette nonchalance. J'adore les Thaïlandais, mais il y a une espèce de nonchalance culturelle qui fait que, bien sûr, il m'a fait « Oups, ah oui, c'est vrai. Ah bah non. Oh, la boulette !» Voilà. Et les gens à qui on avait acheté ce restaurant ont disparu dans la nuit. Ah oui, d'accord. Donc eux, c'était prévu. Et eux, ils étaient en famille, ils étaient là. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien. T'as plus rien, donc tu as perdu ton investissement, tu n'as pas récupéré une petite cuillère de ton restaurant, tu n'es pas venu ici pour trouver du travail. Et oui. Je crois que c'est ça qui a été pour moi le plus compliqué. Donc plus d'argent pour refaire un business. Et oui. Est-ce que vous aviez eu envie, est-ce qu'à cette époque-là, vous vous êtes dit on rentre en France ou ça n'a même pas été question? Si, moi je me suis dit, bon, en France, 6 mois après l'expatriation, tu as encore un réseau. Oui, tu peux rebondir. Je suis quelqu'un d'assez actif. Donc, moi, c'était pas ni une question de fierté, ni quoi que ce soit. C'est vrai que ça fait un peu mal. Et puis là, dans ces moments-là, il y a 2 solutions. Soit tu plies bagage, tu rentres, et puis tu te dis, la Thaïlande, c'est de la merde, c'est pas bon, machin. Ou alors, tu avales le coup et tu te dis, ok, tu vas réfléchir maintenant. Tu as une part de responsabilité. Tu n'aurais pas dû te lancer comme ça. Est-ce que tu as envie de tenter l'aventure vraiment et voir ce que ça donne, pas rester avec ce goût un peu amer? C'est ce qu'on a décidé, c'est de rester, c'est le proviseur qui dure. Se dire, bon, allez, prochaine étape. On regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on découvre tout un autre pan qui est que pour travailler ici, c'est pas juste trouver un travail. Parce que du coup, tu t'es mis à faire quoi? Chercher du travail à ce moment-là? Puisque financièrement, tu n'avais pas trop c'est ça. À cette période-là, une petite fille de 2 ans, un mari qui, lui, ne parlait pas anglais. Donc, compliqué. La seule qui pouvait à peu près rebondir et machin, c'était moi. Donc, tu te dis, bon, je vais essayer de trouver du boulot. Et puis, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'entrepreneuriat et trouver un boulot de salarié, c'est encore un autre... et puis ici, il y a les métiers, je suppose que vous en avez déjà parlé, mais il y a les métiers interdits. Il faut un work permit. Et là, tu apprends qu'il faut un work permit. Donc, ça coûte. C'est pas n'importe... Tu peux pas aller travailler chez n'importe qui parce que la société, ça coûte beaucoup d'argent.
d'avoir un étranger. Pour ça, pour avoir un étranger, il faut avoir 4 Thaïlandais. Et puis il y a le visa qui se raccroche à ça. Ouais. Et là commencent ces aventures qui heureusement n'existent plus aujourd'hui, mais qui ont fait partie de ma vie en arrivant ici. C'est les visa run tous les 3 mois. Tu sors du pays pour pouvoir retamponner ton visa. Donc tu es en règle, mais c'est des petits salaires. Donc ta société, elle te déclare un minimum et pour ça, on t'offre pas un visa à l'année, bien sûr. Donc il faut sortir tous les 3 mois. C'est toute une épopée. Ouais. Mais bon, j'ai trouvé un boulot. Qu'est-ce que tu as fait alors après dans alors là, tu as devant toi, je pense, la meuf qui a fait le plus de boulot différents en 14 ans au monde. Parce que c'est aussi ça qui est magique, c'est qu'ici, rien n'est impossible. Non, c'est vrai, et ça va très vite. Les choses peuvent aller très vite. Tu peux commencer, tu trouves un travail, demain tu commences. Oui. Donc ça peut aller, les choses vont très vite. Et puis, du moment que tu as la volonté de doigt de jugeote, que tu es un petit peu active et débrouillarde, tu peux aussi avoir des postes qui sont juste impensables dans notre pays d'origine où tout est cadré, où on t'explique bien que si tu as étudié ça, jamais tu travailleras là, sauf si tu es entrepreneur. Mais là, on parle d'un truc salarié. J'ai repris une petite guest house en gérance qui avait un restaurant. Mon premier salaire était de 26 000 bahts. Okay. Je vous le laisse donc, faire je mets à chaque fois, je rajoute les... C'est tellement ridicule que j'en viens encore à me demander comment je faisais pour faire vivre 3 personnes. C'est ça, avec 26 000 bahts. Mais tu vois, comme quoi, quand t'as pas beaucoup, tu y arrives aussi, hein, c'est ça. On y arrive, mais bon, la petite n'était pas scolarisée, on n'avait pas de voiture, le loyer avait été payé sur 1 an. Voilà, donc il y avait le fait que c'est pareil, c'est resté provisoire parce que 26 000 bahts, quand on est 3, c'est impossible de vivre avec. Voilà. Et tu as fait plein de petits boulots comme ça ? Oui, j'ai monté. Alors donc de là, je suis partie. J'ai été travailler pour une institution à l'époque de Phuket Town qui était Salvatore. Qui était le premier Italien à avoir ouvert des restaurants italiens à Phuket il y a plus de 35 ans, 40 ans. De là, j'ai managé un cabaret qu'on connaît bien, qui est le Kajoxi. Après, j'ai... Tu t'es fait des relations au fur et à mesure aussi. C'est ça. Donc, et ça puis, se dire, oui, j'ai beaucoup bougé. J'ai travaillé, en tout cas bénévolement, mais ça m'a ouvert beaucoup de portes dans un magazine qui s'appelait Paris Phuket à l'époque. Et j'écrivais... des petits articles, des rubriques, les bons plans, les machins, les bidules. Et comme ça, j'ai fini par ouvrir un beach club à Nighton. D'accord. Et puis après, directrice régionale pour un gros groupe qui avait 15 hôtels, les Hooters, les Hard Rock Café. Donc là, j'ai commencé à connaître un peu l'Asie parce que je voyageais beaucoup. Et puis de là, finalement, je suis revenue à ce que je sais faire, l'entrepreneuriat, et j'ai ouvert ma propre société. Il m'a fallu un petit peu rouler. Et là, aujourd'hui, je suis consultante pour les sociétés et je leur fais du développement de business. Donc ça peut être soit une société qui appartient ici et je la développe à l'étranger, ou alors sur du marketing, sur du plan d'action, sur comment se développer les idées, gérer un peu le staff. Enfin, voilà, mais tout ça... C'est ta propre patronne par contre. Oui, et du coup j'ai des clients. Voilà. Et ça pour moi, je remercie, je suis tellement heureuse parce que, jamais rien n'est acquis, mais je retrouve cette liberté de pouvoir gérer mon agenda et aussi de pouvoir choisir aussi les clients et de ne pas être... je fais moi-même mes propres papiers, donc ça te laisse quand même cette liberté de ne pas être dépendante d'un tiers, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires ici où les visas et les work permits s'arrêtent du jour au lendemain, tu perds ton boulot pour X raisons, et là il y a tout qui s'arrête avec, donc il faut ressortir, il faut retrouver. C'est pas si facile, c'est pas une expatriation facile et c'est pas une entrée sur un territoire qui est si facile. Non, pas du tout. Donc les gens qui pensent qu'avec un visa touristique c'est facile de venir, de rester, on ressort, oui, tout ça c'est possible. C'est un temps.
fait un temps. Mais en fait, c'est pas une obligation. Donc, il faut savoir qu'ici en Thaïlande, et je pense que tu seras d'accord, nous sommes des invités. Ah oui, oui, on le sera toujours, même après 50 ans dans le pays. Toujours. On est toujours des étrangers, toujours des Farangs déjà. Ouais. Et là, tu parlais tu es venu en famille avec, tu dis ton ex-mari, donc vous vous êtes séparés. On s'est séparés ici. ici. De ta fille, donc oui. De mes deux filles. Parce que donc il y avait une grande qui était restée en France, qui n'est pas venue tout de suite avec nous. Donc le papa de mes filles, oui, bah lui, tu vois, c'était son rêve la Thaïlande. Et lui, il a mal vécu. Mais je crois que l'expatriation n'a pas été si facile pour lui. Je crois que c'est la langue qui a été un grand blocage. Le fait que tu peux pas travailler comme tu veux, tu peux pas faire des petits boulots. Enfin voilà, le black ici, ça n'existe pas trop. C'est tellement risqué que en fait, oui, t'as pas envie de prendre le risque en fait. Non, parce que tout peut se finir et tout peut se finir très mal. Ouais. On a vu plein d'histoires comme ça. Donc lui, il est rentré en France. Donc on s'est séparés et incroyable, je suis celle qui est restée. C'est ça qui est rigolo, c'est que là vous êtes séparés, toi t'es resté en Thaïlande et lui il est rentré en France. Et lui il est rentré et je suis restée avec la petite qui pour elle aujourd'hui elle va avoir 16 ans et c'est son Ah pays. oui, elle a grandi ici, bien sûr. Elle ne connaît pas la vie en France en fait. Non, c'est ce qu'on appelle la troisième culture. Donc elle est ni française, ni thaïlandaise. Elle est une culture au milieu de tout ça, avec ses références, j'allais dire, beaucoup plus finalement thaïlandaises que françaises. Et tu as retrouvé quelqu'un ensuite? Oui, alors je fais partie... Comme quoi c'est faisable aussi parce que donc je fais partie de ces élus. Voilà. Où oui, on peut être une femme étrangère et trouver un homme et l'amour. En Thaïlande. Il n'est pas thaïlandais, il est français. Il n'est pas thaïlandais, il est italien. Et donc, quand je résume ma vie, je dis toujours que tout est dingue. Si on m'avait dit quelques années avant que j'allais faire ma vie en Thaïlande, jamais je l'aurais cru. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il travaille ici aussi? Oui, alors lui, c'est un hôtelier de métier. Et lui travaille aussi dans l'hôtellerie. Donc, actuellement, il crée des management companies pour les hôtels qui existent. D'accord, ok. Donc vraiment, tous les deux, en fait, vous êtes vraiment, on peut dire, en place à Phuket. Et ta fille aussi, qui, elle, s'épanouit dans sa vie ici. Est-ce que tu penses qu'après, elle ira faire des études ailleurs ou est-ce qu'elle y restera en Thaïlande Alors ça, c'est le deuxième effet qui se coule d'une expatriation, en fait. Je vais faire vite parce que je me rends compte que je parle beaucoup. Mais faire grandir ses enfants petits en Thaïlande est un cadeau incroyable parce qu'on leur offre quelque chose qui effectivement est très unique. Une liberté, une sécurité, une ouverture d'esprit, des langues. Emma, à 6 ou 7 ans, elle parlait le thaï couramment, comme une thaï, l'anglais comme une anglaise, le français, le chinois. Donc c'est vrai que c'est un cadeau, mais c'est un cadeau déjà qui est coûteux. Ouais. Je ne sais pas si on tu va veux qu'on en parle. On va en parler après un petit peu du budget. C'est un vrai budget qui vaut la peine, mais c'est un budget. Et ensuite, en fait, il y a une date butoir qui est que l'école ici s'arrête à l'équivalent du bac. Ouais, il n'y a pas vraiment d'université. Et à Phuket, il n'y en a pas du tout pour nos enfants qui sont étrangers et il n'y a aucun diplôme international qui est délivré à Phuket. D'accord. Et il y a certaines branches qui commencent à émerger à Bangkok, mais c'est pas sur tout. Donc il faut bien savoir ce que tu veux faire. Donc il y a de l'architecture, il y a quelques écoles hôtelières qui commencent à délivrer, il y a Batel, il y a des choses comme ça qui commencent à délivrer des diplômes qui sont reconnus à l'international, mais pas tant que ça. Donc généralement, ça c'est le deuxième effet qui se coule des parents, c'est qu'après avoir payé une scolarité onéreuse à Phuket, il va falloir penser à une deuxième vie pour ton jeune, pour soit l'université, soit l'école. Et quand nos enfants ils n'ont pas fait le cursus français, ce qui est le cas de ma fille, elle ne peut pas aller à l'école en France. Donc là, il va falloir trouver, selon ce qu'elle voudra faire, un pays où elle pourra aller vivre. Et donc là, ça fait rajouter, si nous on décide de rester ici, une autre vie à payer. À payer ailleurs. Ouais.
Et justement, donc là, on va parler un petit peu du budget. Toi, donc pour une vie de famille à 3, puisque vous êtes 2 avec une fille qui maintenant est quand même grande, hein, donc les frais ne sont pas les mêmes justement de scolarité. Ça évolue. Ça évolue, plus ils grandissent, plus c'est cher. À combien est-ce que tu estimes ce que vous dépensez par mois pour votre famille? Alors pour un budget à 3 mi-adultes, et puis j'ai quand même une autre fille qui habitait ici, puis qui est repartie, là, elle fait ses études à Lyon, donc bon, quand même, elle fait partie aussi, quand même du budget. Il faut compter à peu près 5 000 € par mois, parce qu'il y a les frais de scolarité, c'est le plus gros poste. Ouais. Vraiment. Ensuite, il y a un loyer à payer. Quand on habite à 3 ou 4, c'est pas une toute petite maisonnette. Il y a les assurances santé qui sont assez chères ici. Dès qu'on est à plus de 2, il faut une voiture. Ouais. Hein, c'est plus la petite moto. And on. Et la bouffe, et on mange. Et on mange. On s'en rend pas Alors, compte, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus, ou la famille, et qui m'ont dit mais regarde, ça coûte rien, mais finalement le thaï c'est tellement bon. Oui, le thaï est délicieux. Généralement on mange au moins une fois par jour thaïlandais, mais c'est impossible, en tout cas ça me l'est impossible. Je sais ce que tu vas dire, et je suis d'accord. De ne manger que thaïlandais. Donc, dès qu'on veut faire des courses pour cuisiner notre recette, qu'on aime bien, faire des gâteaux, continuer la culture finalement du pays qui est le nôtre. Alors moi, je suis espagnole, même si j'ai passé beaucoup d'années en France, donc on veut toujours récupérer quelque chose. Transmettre à ta fille. Oui, lui faire goûter du fromage, qui généralement nos enfants adorent. Ouais. Bon, mais ça, c'est le cadeau de Noël, quoi. Ouais, oui, c'est exceptionnel. Oui, les fromages, c'est exceptionnel. J'ai grossi un peu le trait, mais on va à Villa Market, qui est le magasin ici où on peut trouver nos produits étrangers importés. C'est un braquage à main armée. Villa Market, ça fait très peur, oui. Non, mais c'est un braquage à main armée. Donc, tout ça fait que, voilà, pour moi, en tout cas, dans ma tête, l'expatriation, c'était pour m'offrir et offrir à mes filles quelque chose de mieux que ce qu'on avait déjà dans notre pays d'avant. C'est pas pour être moins bien. Et oui, bien sûr, c'est ça. Moi, c'est pareil, les gens qui me disent je peux vivre avec 500 € ici. Ah oui, tu peux, mais tu vas vivre dans une petite cahute et manger des brochettes de poulet tous les jours. Si maintenant ça pour toi c'est mieux que de vivre dans ton pays d'origine, alors c'est super. Maintenant, si c'est moi aussi, l'expatriation, c'est pour tous ceux qui quittent leur pays, c'est pour avoir mieux ailleurs, à la base. Oui, parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'on parle toujours du côté, je veux dire, les gagner, c'est 5 000 €. Moi, j'ai aucun... je veux dire, je suis pas rentière. Ma famille ne m'aide pas, et Dieu merci, à mon âge, je le gagne, je le transpire, je me lève le matin. Donc généralement c'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs les expats qui travaillent à Phuket. On n'est pas bronzés, on n'est pas bronzés, c'est ça. On regarde pas en fait si on est samedi ou dimanche, surtout quand on est à notre compte. On bosse, on prend, on grandit. Donc oui, on a une qualité de vie qui est incroyable et je crois que c'est le point numéro 1, mais c'est une expatriation qui demande des efforts tous les jours et on part pas en vacances si souvent parce que dès qu'on veut sortir et partir en vacances, c'est quand même un budget. Si on est plusieurs, c'est un budget qui parfois, pendant des années, je ne suis même tu pas vas en rentrée. France, j'allais dire tu vas en France. C'était compliqué. Là, j'ai eu l'opportunité l'année dernière d'y aller assez souvent parce que c'était aussi avec le boulot, donc ça équilibre un budget. Mais mes premières années en Thaïlande, je suis restée des années sans même mettre un pied en Europe, tout court. Donc j'ai eu de la chance que la famille vienne nous voir. Moi, en tout cas, je ne mets pas d'argent de côté. Comment tu vas faire pour ta retraite alors? Parce que ce que tout le monde me dit dans les vidéos, mais tu n'auras pas de retraite. Alors, t'es pas obligé de répondre. Non, mais si, parce que, enfin, en tout cas, c'est ce que à cette question-là que je reçois aussi, bien entendu. C'est qu'il y a un temps pour tout, c'est-à-dire que là c'est un temps pour les filles, les mettre, leur payer les études, leur donner les outils. Pour moi, je leur donne leur héritage en avance. C'est-à-dire que je suis en forme, je peux leur offrir pour qu'elles se débrouillent plus tard et qu'elles roulent bien. Et ensuite viendra le temps de ma vie où tout ce que je travaillerai
je le mettrai de côté, je ferai la fourmi. Pour terminer cette vidéo gentiment, parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait s'expatrier maintenant avec Phuket est différent aussi par rapport à quand on est venu il y a plus de 10 ans maintenant. Mon conseil numéro 1, c'est de venir avoir au moins 1 an d'argent pour vivre de côté, voir si l'expatriation nous plaît, est-ce que la Thaïlande nous plaît, sa culture. Il y a quand même, c'est quand même un choc culturel. On voit tout avec les palmiers et les noix de coco. C'est pas que ça. Il y a un vrai choc culturel. Est-ce qu'on va s'y faire? Quand on est en couple, il y a aussi toute cette question de couples qui tiennent pas parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de couples aussi qui éclatent à cause des Thaïlandaises. Des Thaïlandaises. Enfin, c'est pas les Thaïlandaises, mais c'est le mec qui a envie de tester un peu plus et que c'est plus facile. On va dire que c'est plus facile ici, c'est plus abordable. Ça va peut-être être la secrétaire en France, mais ici, au fait, il y a 15 secrétaires autour de votre mari tout le temps. Et puis que même si votre mari, en fait, il est moche, borgne, il est sexy man, de toute façon. Parce qu'il a toujours un peu plus d'argent qu'elle. Donc, tout est cible. J'ai pas connu ça, enfin pas encore, je ne le souhaite pas, mais ça existe beaucoup. Donc voilà, se laisser du temps et réfléchir à ce sur quoi on veut se lancer parce que c'est quand même un parcours du combattant. 2, ça demande beaucoup de résilience. Il va falloir tout oublier et recommencer pour pouvoir s'adapter parce que on n'est pas chez nous. Et quand même un plan un peu solide peut-être. Oui, c'est ça. Et puis trouver du boulot en Thaïlande, se dire moi je vais trouver du boulot, il vaut mieux l'avoir avant. Oui. Avec un plan solide, un contrat signé, c'est mieux. Trouver du travail à Phuket, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a que dans des secteurs très spécifiques, comme par exemple l'hôtellerie, en effet. Et en ayant une spécification. Et en étant avec un background professionnel dans ce milieu-là. C'est pas, tiens, coucou, si je me mettais à faire de l'hôtellerie, quoi. Non, c'est ça. Et puis de parler un minimum anglais. Ça, c'est le principal. Ça, franchement, quelqu'un qui arrive ici, qui veut faire un business ou qui veut bosser, qui ne parle pas anglais, c'est mort. Ou alors vous allez passer par les phases de dégoût parce que c'est vraiment compliqué, quoi. On s'en sert tous les jours on communique en anglais. On ne fait que ça. Et moi je suis en thaïglish, quoi. C'est moitié thaï, moitié anglais. Tout ce que je peux le dire en thaï, je le dis en thaï. Et ce qui me manque en thaï, je le dis en anglais. Et en face, ils comprennent très bien. Et en fait, sans anglais, c'est vrai que des gens me disent je parle pas un mot. Je me dis toujours ça va vraiment être très très dur. C'est pas infaisable parce qu'on en connaît aussi. Des expats qui parlent zéro anglais, zéro thaï. Mais du coup, il ne reste que dans un milieu très Frenchy. Et quand tu fais une expatriation, il y a 2 choses qui sont surprenantes. Déjà, on pense qu'on va tout de suite rentrer dans la culture des Thaïlandais, être amis et machin. C'est pas toujours comme ça, en tout cas pas avec nos définitions de notre dictionnaire. C'est différent. Et puis c'est bien aussi d'avoir un autre panel d'expats, d'amis, qui ne soient pas que les Français. C'est quand même Phuket, une très petite île. Donc c'est mieux d'avoir l'anglais, donc mettez-vous-y tout de suite. Ouais, voilà, commencez avant de partir parce que vous verrez par contre que le niveau d'anglais des Thaïlandais il est bas. Donc c'est quand même facile d'arriver à ce niveau-là. Voilà. Et après, si vous parlez avec des Anglais, ce sera notre niveau, mais ça va plus vite parce qu'on est dans le bain, donc c'est tout ça. Bon, bah écoute, merci Lily, je crois que vraiment tu nous as donné une autre image parce que c'est rare que j'ai des femmes sur cette chaîne, j'ai toujours des hommes. Toi en plus un modèle de réussite que tu as réussi à faire à Phuket, bah si quand même, tu n'es pas une galérienne pour moi, tu vois ce que je veux dire, on en a beaucoup aussi des galériens ici. donc voilà, pour moi c'est donner les moyens. Voilà, c'est ça, on y arrive et on fait tout pour. Merci d'avoir partagé ton expérience avec moi, je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Mais la même chose. Voilà. Et puis on se retrouvera dans 10 ans pour faire le point sur la retraite. Parce que dans 10 ans on va commencer la retraite. C'est ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.